Principalement parce que l'Ancien Testament décrit essentiellement cette terre et décrit un firmament. Maintenant, j'ai des choses intéressantes sur le firmament. J'ai une vidéo ici du lancement de la navette spatiale et elle a été vue depuis un avion à 10 000 mètres d'altitude. On voit l'horizon juste là. Gardons à l'esprit que lorsque la navette spatiale traverse l'horizon s'élève toujours jusqu'au niveau des yeux. Ainsi, lorsque cette navette traverse cet horizon, nous savons qu'elle se trouve à 11 km d'altitude. Je vais donc m'arrêter là. Nous avons tous vu le lancement d'une navette spatiale. Donc en utilisant cela, nous pouvons dire que cela fait 11 km. C'est un marqueur. Voilà un outil de mesure que nous pouvons étendre sur la page. Et c'est ce que j'ai fait ici. C'est prendre toutes les images fixes de la vidéo et les coller ensemble pour obtenir la trajectoire. Et maintenant, nous pouvons extrapoler la trajectoire complète et nous voyons qu'elle est inférieure à 112 km. Et nous constatons qu'elles se révèlent toutes inférieures à 112 km. Cela est bizarre. Pourquoi reste-t-elle en dessous de 112 km? Eh bien, je vais vous montrer une autre vidéo. Nous sommes tous tombés sur celle-ci, c'est la fusée GoFast de 2014. Jetons-y un coup d'œil rapidement. Donc, à 117 km d'altitude. 117 km. À la vitesse considérable à laquelle elle allait, son élan s'arrêta soudainement. Elle n'aurait pas pu s'écraser sur quelque chose de solide, car elle se serait brisée contre quelque chose de solide. Quelque chose a arrêté son mouvement et a arrêté sa rotation en même temps. Maintenant, j'ai trouvé cette photo qui accompagne une carte plus grande et nous verrons ça plus tard. Mais sur cette image, cela décrit exactement ce que je pense, à savoir que nous avons un dôme à une hauteur plus basse. Et je dis que là où se trouvait le Nouveau-Mexique, là où cette fusée a décollé, cela fait environ 117, 120 km, 120 km de haut. Et c'est une sorte de barrière non physique qui nous empêche d'aller trop haut. Je crois qu'il n'y a aucun moyen d'atteindre l'endroit où se trouvent le Soleil et la Lune, car littéralement, nous ne pouvons pas dépasser 120 km d'altitude. Mais ensuite, dans cet espace entre le dôme et le firmament, encore une fois, je pense qu'il s'agit de deux choses différentes. C'est là que se trouve le Soleil, la Lune et les planètes, et les étoiles sont en fait dans le firmament. D'accord?
Je pense aussi que nous ne pouvons pas descendre trop bas non plus. Il y a une limite à la profondeur que nous pouvons atteindre. Certaines personnes ont vu cette vidéo. Sur cette photo, je montre ces choses appelées pierres du ciel. C'est très étrange, car on ne trouve pas ces pierres particulières, nulle part sur Terre. Mais apparemment, là où elles apparaissent, ce sont les gens qui les trouvent et disent qu'elles sont réellement tombées du ciel. Je ne fais pas confiance à la datation carbone 14, mais ils disent que c'est entre 2500 ans et 17 000 ans. C'est une fourchette assez étrange, mais c'est vieux de toute façon. Et elle est composée principalement d'oxygène. Sachant qu'à un moment donné, l'atmosphère de ce royaume était beaucoup plus riche en oxygène. Peut-être que l'oxygène a été absorbé par le firmament, ou ces pierres de ciel, quel que soit ce matériau. Parce que, comme je l'ai dit, elles ne proviennent pas de la Terre. Alors oui, qui sait d'où viennent ces choses, ou de quoi elles sont composées? Je crois qu'elles font partie du véritable firmament. Certaines personnes ont vu cette vidéo, et elle montre un gars appelé Mike DeGroot, qui a emmené un mini sous-marin au plus profond de l'océan. Regardons. Without a doubt, one of the most amazing things that I have ever seen in the bottom of the ocean. It was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico. I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut that was black in the center. What the heck is that? And so as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. And we went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off. And as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. Et encore, je crois que nous avons une barrière au-dessus de nous, une barrière non physique, qui nous empêche d'aller bien au-delà de 120 km d'altitude. Et si nous allons dans la partie la plus profonde de l'océan, qui se trouve par hasard à environ 13 km de profondeur, ce qui est similaire à la partie la plus profonde jamais forée, peut-être que nous ne pourrons pas forer plus loin. Mais dans ce cas précis, Mike DeGroot l'a décrite comme une eau super saline ou super dense, de sorte que son engin a rebondi dessus, ou plutôt s'est brisé contre elle, tout comme ce qui s'est passé tout en haut. L'une des choses les plus intéressantes qui sont arrivées ces dernières années est cette vidéo d'Ewa Rhanon sur l'histoire perdue de la Terre plane. Pour moi, je pense que ces idées qui ont vu le jour étaient révolutionnaires. Je sais qu'à l'heure actuelle, M. Ewa Rhanon revient sur pratiquement tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. Mais je crois en fait qu'il y a certaines choses sur lesquelles je ne pense pas qu'il puisse revenir en arrière. Il y a quelques idées que je pense que nous pouvons encore, en quelque sorte, retenir de sa série de vidéos. L'une des choses qui lui sont venues à l'esprit était cette idée du problème de la carte. La raison pour laquelle nous avons le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne,
est que lorsque l'ère est celle du Bélier, eh bien, cela veut dire que lors de l'équinoxe du printemps, le Soleil se lève dans la constellation du Bélier, et à l'autre équinoxe, celle d'automne, le Soleil se lève dans la constellation de la Balance. Quand cela se passe, nous sommes dans l'ère du Bélier. Et alors, au solstice, le Soleil se lève au tropique du Cancer et au tropique du Capricorne. C'est la raison pour laquelle nos tropiques sont nommés ainsi. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas été dans l'ère du Bélier depuis 2160 ans. Apparemment, nous sommes dans l'ère du Poisson et sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau. Si nous sommes dans l'ère du Poisson, alors les tropiques devraient être celui du Sagittaire et celui du Gémeaux. Cela signifie que nos cartes sont probablement expirées depuis un peu plus de 2000 ans. Car les cartographes ont été très prudents en dessinant les cartes et tout. Mais ils seraient tout aussi prudents en renommant les tropiques. Mais ils n'ont pas été renommés. Alors, l'autre idée qui ressort de la vidéo est que la carte de la Terre se trouve en réalité sur la Lune. C'est une idée très radicale. J'ai entendu parler de l'idée du cratère Terre qui n'a jamais vraiment trouvé de résonance en moi. Mais l'idée est que la Lune montre toute la face de la Terre. C'est en quelque sorte, comme Ewarannon l'a décrit, une empreinte au rayon X des continents de la Terre. Et notre Terre est en fait représentée comme peut-être un quart, un peu plus d'un quart de la Lune, une zone particulière. Et c'est notre Terre. Et il y a bien plus encore de continents qui se trouvent au-delà de notre Terre. Donc, en mettant cela sur notre Terre plane, notre Terre est la partie dégelée d'un lac gelé. Et la partie que nous appelons l'Antarctique représente la plus grande terre qui se cache actuellement sous la glace. Donc, juste pour être clair, sous la glace se trouvent d'autres continents. Et l'idée est née que la Terre que nous habitons est une partie qui se déplace simplement. Je pense donc que je vais y revenir dans une seconde. Mais la Terre sur laquelle nous vivons n'est pas statique. Cela a changé au fil des années. J'aime donc bien cette idée, car elle va de pair avec les horloges astronomiques. Et nous allons examiner cette horloge astronomique en détail dans quelques minutes. Mais si vous jetez un œil à l'une de ces horloges astrologiques et tracez simplement des lignes par lesquelles, dans ce cas-ci, il s'agit de la ligne passant par le Bélier, donc le Bélier ici, nous allons donc tracer une ligne par le Bélier jusqu'à, je ne me souviens plus, quelle est-elle? Donc du Bélier jusqu'à la Balance, c'est la Balance, désolé. Et puis vous avez le Cancer et le Capricorne. Cela représente donc notre Terre. Maintenant, si vous superposez la Lune, eh bien, cela vous montre la zone que je vous ai montrée plus tôt, qui est notre Terre. Ceci est donc centré sur notre Terre. Et vous pouvez voir que les continents ne ressemblent évidemment pas beaucoup à nos continents tels que nous les connaissons. Mais nous savons aussi que notre carte est fausse. Non seulement parce qu'elle est peut-être dépassée de quelques milliers d'années,
Mais nous savons que nous examinons la carte de Mercator, qui n'est qu'une aide à la navigation et non une véritable représentation de ce à quoi ressemblent nos continents. Mais là encore, nous comptons sur le système pour savoir à quoi ressemble notre monde. Nous ne savons donc littéralement pas à quoi ressemblent les continents. Nous faisons simplement confiance au système. Et puis, cette carte est soudainement apparue. Maintenant, j'ai essayé de comprendre d'où venait cette carte. Il y a des gens qui disent que c'était accroché au mur du bâtiment des Nations Unies. Mais cela ne me semble pas réel, cela ne me semble pas tout à fait correct. J'ai creusé un peu. J'ai trouvé un canal Telegram allemand. Et mes recherches semblent suggérer qu'il y a un gars qui a dessiné ça. Maintenant, je ne sais pas si je peux réellement zoomer là-dessus pendant que j'y suis. Oh, je peux. Vous pouvez voir que c'est du point de vue allemand. Donc à travers ce canal, vous pouvez voir qu'il y a ce canal appelé Lazarov Ice Shelf. Mais il semble que ce soit quelque chose qui pourrait fondre pendant leur été et permettre l'entrée vers la nouvelle Swab, Schwabenland. On parle beaucoup des nazis qui ont fondé la nouvelle Swab en Antarctique et qui y avaient des sortes de bases cachées. Et vous pouvez voir sur cette carte, il y a beaucoup de symboles nazis. Il y a même un petit ovni ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ou si je peux zoomer plus. Et il y a aussi un endroit appelé Asgard, qui est très teutonique, mais c'est une carte très intéressante. Alors je vais dézoomer. Encore une fois, une carte très intéressante. Et cela suit littéralement cette idée. Il y a quelques parties intéressantes sur cette carte que j'ai trouvées intrigantes. Okay, so one of the parts I found intriguing was in the top right left-hand corner. L'une des parties que j'ai trouvées intrigantes se trouve dans le coin supérieur droit à gauche, où elle montre essentiellement les parties décongelées. On a cette lune superposée dessus. Il y a aussi cette ligne pointillée autour. Maintenant, dans cet encadré, cela montre encore une fois un schéma de l'ensemble. Il est écrit sur les coins qu'il y a 4 vents aux 4 coins de la Terre qui créent un vortex magnétique dans la direction rouge. Tous sont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui crée un vortex magnétique dans le sens rouge qui fixe le primum mobile, que je prends comme firmament dans la rotation de la flèche. Vous avez également compris que ici, encore une fois, c'est notre Terre. Donc oui, des choses très intéressantes. Et cela nous ramène également au livre d'Enoch, où Enoch est allé dans les cieux et a littéralement vu comment fonctionnait la Terre. Donc en bas à gauche, vous trouverez le schéma du firmament, comme je l'ai montré plus tôt. Cela montre également quelque chose sur l'éclipse lunaire, comment l'éclipse lunaire fonctionne. Ce qui, encore une fois, est une vision intéressante à laquelle je n'ai jamais vraiment réfléchi. Mais cela dit essentiellement que Mercure et Vénus jouent en fait un rôle dans la création de l'éclipse lunaire, en se plaçant essentiellement entre le Soleil et la Lune et en occultant de diverses manières. Donc, encore une fois, c'est nouveau pour moi car j'ai trouvé cette carte il y a seulement environ 1 mois. Et j'ai commencé à la traduire car elle était entièrement en allemand. Donc ce que vous voyez ici est traduit.
Je vais donc faire beaucoup plus de recherches à ce sujet. Mais oui, des choses très intéressantes. Dans le coin droit, et je n'ai pas encore traduit ce passage, mais il s'agit essentiellement des éclipses lunaires et des phases de la Lune. Et essentiellement, cela vous donne une autre vision du fonctionnement des phases de la Lune et du fonctionnement des éclipses lunaires. Et encore, je n'ai pas encore traduit ceci. Donc il faudra peut-être un peu de temps avant que je puisse comprendre ce que cela signifie réellement. Mais je vais le faire. Je vais faire beaucoup plus de travail en regardant cette carte. Donc essentiellement, la Grande Terre, telle que je la vois, est constituée d'un plus grand étang gelé et de notre Terre qui a été décongelée à partir de cet étang. Et nous avons le dôme, le firmament, qui recouvre toute la Grande Terre. Car le centre réel du royaume terrestre se trouve en réalité à l'intérieur de notre Terre. Donc notre Terre, la partie dégelée de la Terre, elle contient toujours le centre réel de la Grande Terre. Donc ça tourne autour. On va voir ça. Et cela vient de la vidéo d'Ewarannon. Tous les 2160 ans, notre pôle nord magnétique fait le tour du noyau solide interne et du vortex de 30 degrés. C'est pourquoi le pôle a quitté le Canada et est en route vers la Sibérie. Il traverse le cercle central extérieur, ou ce qu'on appelle plus justement le cercle magnétique. Nous vivons dans une horloge parfaite. Donc voici comment Ewarannon le voit réellement, à savoir que les parties dégelées de la Grande Terre sont l'endroit où le Soleil et la Lune tournent autour. Mais le Soleil et la Lune tournent autour d'un centre magnétique. Et ce centre magnétique lui-même se déplace lentement autour de la Grande Terre. Donc, si je reviens à cette partie-là, voici le centre magnétique qui entoure la Grande Terre. Alors il se trouvait qu'il y avait une horloge astrologique à Prague. Maintenant, je suis allée à Prague en 2019 dans le cadre de la tournée européenne sur la Terre plane. Et nous y avons rencontré un gars, Jan, qui venait de Prague. C'était un terraplaniste et il nous aidait. Et il a montré l'horloge astrologique sur la place où nous nous trouvions et il a dit que pendant la guerre, cette horloge avait été détruite. Et quand ils l'ont reconstruite, ils ont changé la carte. Il a dit qu'il y avait une carte très étrange sur tout le cadran de cette horloge. Mais quand ils l'ont reconstruite, ils ont mis une carte de la Terre au milieu. Et maintenant, cela n'a plus de sens. Donc si vous regardez très attentivement le fonctionnement de cette horloge astrologique, ce point-ci est le centre de l'horloge. Vous pouvez donc voir que cette partie circulaire tourne en fait autour de toute l'horloge, autour de ce centre. Maintenant, au centre de ce cercle se trouve l'endroit où le Soleil et la Lune tournent. Cela montre donc essentiellement ce que je vous ai montré plus tôt à propos de la Grande Terre. Que ce cercle traverse la plus grande partie de cette horloge ou de la plus grande Terre. Et c'est là que le Soleil et la Lune, en gros, fondent une flaque d'eau. C'est donc la partie qui devient un peu controversée. Parce que maintenant, nous commençons à voir
qu'il semble y avoir des preuves que certains des bâtiments des expositions universelles des années 1850, 1893, je crois, pour l'exposition universelle de Chicago, il existe des preuves que certains de ces bâtiments étaient simplement faits de bois et de plâtre. Mais je ne pense pas que tous ces bâtiments aient été construits en bois et en plâtre. Je pense que c'est un leurre. Même s'ils peuvent montrer des images de certains de ces bâtiments en construction, je crois que lorsque le centre magnétique se déplace sur un nouveau continent, il fait fondre la glace et expose de nouvelles terres. Et je pense qu'il y a déjà des bâtiments sur ce nouveau territoire. Je pense que les civilisations précédentes vivaient sur les continents qui sont actuellement sous la glace. Pour être honnête, je n'ai jamais cru aux coulées de boue, aux inondations ou à la Tartarie. Mais ce qui me semble logique, c'est que si un nouveau continent commence à émerger sous la glace, eh bien, cette glace doit aller quelque part. Lorsqu'elle fond, elle se transforme évidemment en eau. Et il y a soudainement beaucoup d'eau qui va remuer la boue, remuer le limon. Et quand cette eau s'écoulera, alors elle laissera la boue et le limon à un niveau différent de ce qu'ils étaient avant. C'est comme ça que je le vois. Encore une fois, l'idée qu'il semble émerger maintenant est que oui, certains de ces bâtiments ont en fait été construits en bois et en plâtre. Mais je ne pense pas pour la totalité en tout cas. À nouveau, cela vient de l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Mais ils ont construit une ville entière, une ville immense. Ils sont censés l'avoir construite. Mais cela n'a aucun sens pour moi. D'autant plus que je crois qu'il y a plusieurs bâtiments qui ont été sauvés de cette exposition universelle et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Je pense que l'un d'eux est une bibliothèque. Cela n'a donc aucun sens qu'ils construisent un bâtiment énorme en bois et en plâtre, puis le déracinent littéralement et l'emmènent dans une ville existante et l'utilisent comme bibliothèque, s'il est uniquement fait de bois et de plâtre. Encore une fois, cela n'a aucun sens pour moi qu'ils aient fabriqué cela en quelques années, qu'ils l'aient laissé en place pendant 6 mois et que tout cela ait été détruit. L'autre chose, c'est l'exposition universelle de Chicago en 1853. Je crois, 1893, je ne m'en souviens jamais, désolé. En 1893, je pense. C'était illuminé comme un sapin de Noël. C'était une époque où ils avaient du mal à éclairer New York. Et Londres était probablement encore avec les lampes à gaz. Mais ils ont éclairé cet endroit avec de l'électricité. Je pense que la quantité de puissance utilisée pour éclairer cette ville était incalculable. Cela donne donc encore une fois du crédit à l'idée selon laquelle c'est dans ces villes qu'ils ont trouvé la technologie. Et j'ai réalisé quelques autres vidéos à ce sujet sur certaines des technologies qu'ils ont trouvées dans ces villes. Il est également intéressant de noter que toutes les grandes villes semblent avoir connu un grand incendie à un moment ou à un autre. Maintenant, je commence littéralement à croire que le but de ces grands incendies est de détruire l'architecture existante et de la remplacer par une architecture moderne, des bâtiments modernes. Et nous pouvons le constater. Nous avons ici encore une sorte de bâtiment très imposant. Et son remplacement est dans le style de ce qu'ils appellent le brutalisme. Ce sont littéralement de grosses dalles de verre et de béton. Je suppose que le brutalisme consiste essentiellement à supprimer toutes les parties ornées qui élèvent un bâtiment
et à nous donner simplement ces dalles qui ne nous élèvent pas. Ils sont juste fonctionnels. Encore une fois, vous pouvez voir cette étonnante architecture de 1903. Je crois que ceci est Philadelphie aussi. Et maintenant, voici son équivalent moderne. Essentiellement, vous savez, ces bâtiments ici ont été détruits dans des incendies ou démantelés parce qu'ils étaient considérés comme vieux et également remplacés par des bâtiments qui ne dureront de toute façon pas très longtemps. Maintenant, les gens qui viennent démystifier cette idée selon laquelle il y a des bâtiments que nous ne pouvons pas construire aujourd'hui, eh bien, je pense toujours qu'il y a des bâtiments que nous ne pouvons toujours pas construire aujourd'hui, comme ces cathédrales étonnantes, qui encore une fois auraient été construites à l'époque des chevaux et des charrettes. Ewa Ranon parle de la façon dont ils ont construit certaines de ces cathédrales avec des pelles à vapeur, des grues à vapeur et d'autres choses. Mais ceux-ci sont censés avoir été construits au XIe, XIIe siècle, mais nous n'aurions pas pu les construire aujourd'hui ou à l'époque. Il existe également de très nombreux exemples de bâtiments submergés. Nous avons cette église ici avec des fenêtres qui s'étendent sous le sol. Il existe de très nombreux exemples qui, encore une fois, montrent que ces bâtiments étaient là bien avant que nous les trouvions. En fait, une des choses que nous disons lorsque nous sommes censés construire une ville, nous ne disons pas que nous construisons une ville, ils disent que nous avons fondé une ville. Donc, pour revenir à l'idée que la Terre est une horloge parfaite, je voulais voir comment cette horloge se rapporte à l'âge de la Terre et ce qu'elle dit réellement dans l'Ancien Testament. J'ai commencé à regarder l'idée des jubilés dans Genèse 63. Il est dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » L'interprétation chrétienne de cela est que notre durée de vie a été limitée à 120 ans. Eh bien, il y a maintenant des gens qui ont vécu bien plus longtemps que 120 ans. Et cela ne se limite pas non plus à la Bible. Ma première pensée a été de regarder le livre d'Enoch. Il raconte que, à l'approche du déluge, Noé et son grand-père Mathusalem ont prêché pendant 120 ans pour que les gens se repentent, mais personne ne l'a fait. Mais 120 ans semble être une date d'expiration. Il vous reste donc 120 ans. Maintenant, je regarde à nouveau cela et je me dis, et si cela signifiait non pas 120 ans, mais 120 jubilés? Or, un jubilé dure 50 ans. Donc tous les 50 ans, soit 7 fois 7, 49, et l'année suivante est une année de jubilé, donc tous les 50 ans est un jubilé. Donc 120 jubilés font 6000 ans. Donc mon point de vue personnel est le suivant. En regardant l'Ancien Testament, disons que la chronologie de cette terre est de 6 jours de travail et 1 jour de repos. Un jour au Très-Haut équivaut à 1000 ans. Donc 6000 ans de travail et de labeur et 1000 ans de repos. Et il est intéressant de noter que lors d'une année jubilaire, toutes les terres et propriétés sont restituées à leurs propriétaires d'origine. Ainsi, toutes les dettes sont annulées, tous les biens reviennent à leurs propriétaires d'origine.
Et le propriétaire d'origine est Adam, dans ce cas, lorsqu'il s'agit de la Terre. Il est donc intéressant que l'on utilise des horloges divisées en 12 heures, même si une journée dure 24 heures. Et je me suis aussi toujours demandé, il y a des millions d'étoiles dans le ciel, et les constellations sont en quelque sorte des images presque arbitraires que nous dessinons à travers les différentes étoiles. Pourquoi n'y en a-t-il que 12? Avec autant d'étoiles, nous pourrions constituer 30 constellations, 50, 100. Pourquoi n'y en a-t-il que 12? Je pense que le fait qu'il n'y en ait que 12, cela a une certaine importance. Ainsi, dans un livre qui a été retiré de l'Ancien Testament, appelé le second livre d'Esdras, ou d'Ezra, et vous trouverez cela dans les textes apocryphes, il est question de l'âge de la Terre. Et cela dit, chapitre 14, 10 à 12. La jeunesse de ce monde est passée, et les temps commencent à vieillir. En effet, le siècle est divisé en 12 parties, et 9 de ces parties sont déjà passées, ainsi que la moitié du 10e. Il reste donc 2 parties, plus l'autre moitié de la 10e partie. Cela signifie donc en réalité qu'il reste 2 parties et demie de l'histoire de la Terre, divisée en 12 parties. Également, dans Daniel, cela dit à peu près la même chose, mais avec des mots différents. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est donc mon interprétation. Mais cela dit, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc 2 et demi, c'est comme ça que je le vois. Et cela correspond à ce que dit le deuxième livre d'Ezra. Donc essentiellement, Esdras et Daniel conviennent qu'il reste 2 parties et demie de l'histoire de la Terre, du moins cette incarnation, qui est divisée en 12 parties. Donc si le total est de 6000 ans, alors une partie sera 6000 divisé par 12, 500 ans. Il reste donc 1250 ans depuis l'époque d'Esdras. Si une partie dure 500 ans et qu'il reste 2 parties et demie, il reste donc essentiellement 1250 ans depuis l'époque d'Esdras. Maintenant, cela se terminerait en quelque sorte vers 1030 après Jésus-Christ. Il semble donc que je me trompe totalement. Mais peut-être que je ne me trompe pas. Et sommes-nous vraiment en 2022? C'est donc là que j'ai rencontré ce type, Anatoly Fomenko. Aujourd'hui, il est mathématicien russe et sa tâche était de comprendre pourquoi il y avait une période pendant laquelle la Lune semblait sauter. Donc la Lune fait en quelque sorte ses cycles habituels, mais apparemment, selon l'histoire, la Lune a soudainement accéléré et a changé son orbite d'une manière ou d'une autre, puis est revenue à sa vitesse normale, ce qui ne semble avoir aucun sens. Alors, un ingénieur de la NASA a découvert qu'il y avait une sorte d'anomalie gravitationnelle qui provoquait une accélération de la Lune. Mais ce que Flamenco a fait, c'est qu'il a commencé à s'intéresser aux événements historiques et à se concentrer sur les éclipses. Donc ce qu'il a fait, c'est calculer mathématiquement les éclipses dans l'histoire. Puis il a commencé à les comparer avec les événements historiques, les chroniques historiques. Et ce qu'il a découvert, c'est que sa théorie était que 1000 ans avaient été ajoutés à notre calendrier.
Et il a fait quelques expériences supplémentaires en examinant des chroniques historiques et en leur donnant une empreinte digitale. Ainsi, une empreinte digitale pourrait être celle de la succession de monarques répertoriés dans une chronique. Vous aurez donc un monarque qui régnera pendant 10 ans, un autre prochain monarque qui régnera pendant 23 ans, et ainsi de suite. Ainsi, en regardant les règnes de ces monarques, vous pouvez les tracer sur un graphique, puis les comparer avec d'autres chroniques, avec des monarques différents. Et ce qu'il a découvert, c'est que les monarques, disons une chronique qui date soi-disant de 1500, disons que j'invente juste cela, ce nombre de chroniques de 1500 correspondait exactement aux chroniques de 1000 ans plus tôt. Cela indique donc qu'ils ont été littéralement décalés de 1000 ans. Or, il y a un bon moment où cela aurait pu être fait, et c'est à ce moment-là que le calendrier est passé du julien au grégorien. Maintenant, lors de ce changement, ils ont ajouté 10 jours. Mais il est possible que ce qu'ils ont fait eût été d'ajouter 10 jours et 1000 ans, parce qu'à l'époque, peu de gens savaient lire. Et en gros, ils ont laissé à l'Église le soin de déterminer quel était le calendrier, de déterminer quel jour on était. Il existe de nombreuses preuves pour soutenir cette idée selon laquelle 1000 ans ont été ajoutés. Et la façon dont ils ont réussi à le faire est la suivante. Nous nous sommes en quelque sorte habitués à cette idée de considérer les dates comme BC, je pense qu'ils l'appellent avant l'ère commune, maintenant, non pas avant Christ, mais en tout cas BC et AD, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes si loin de l'an 1 après Jésus-Christ que nous ne disons pas maintenant « Oh, nous sommes en 2022 après Jésus-Christ ». Nous ne faisons plus ça. Mais à un moment donné de l'histoire, nous faisions toujours la différence entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mais avant que ce soit AD, qui est l'année Anno Domini de notre Seigneur, ce serait Anno, puis I pour Jésus, ou Jesus, ou J, quand J venait à la place de JC. Nous constatons donc que de nombreux artefacts montrent I 803 dans ce cas, qui est considéré comme 1803. Mais cela pourrait être dû au fait que nous sommes habitués à mettre, disons, AD 2022. Au lieu de AD, ils utiliseraient uniquement le I pour Jesus. Cela ressemble donc à 1803, mais c'est en fait I 803. Et ici, I 734, J 640. Mais encore une fois, nous considérons que cela signifie 1648. Donc ici, c'est tout à fait clair, Anno J est l'année de JC 693, mais nous prenons cela comme 1693, et ainsi de suite. Il y a donc des preuves qui montrent que, je veux dire, nous avons là encore un I 535, d'accord? Et ici, vous voyez, toutes les lettres majuscules sont en quelque sorte en gras, et ce I en majuscule, donc c'est I 690, mais nous prenons cela comme étant 1690. Donc je suppose que c'est une preuve circonstancielle, mais c'est une preuve que peut-être 1000 ans ont été ajoutés. Donc si c'est le cas, alors nous sommes toujours sur la bonne voie pour la fin, selon le second livre d'Esdras. C'est drôle, parce qu'en regardant 1536, qui est apparemment la pire année pour vivre, il se passait toutes sortes de choses.
Il y avait apparemment une sorte de nuage de poussière qui rendait le monde sombre. Ou alors il disait que c'était un brouillard mystérieux, mais c'était une sorte de nuage de poussière qui rendait le monde sombre. Il y a eu la peste noire. Maintenant, encore une fois, nous pensons à la peste noire qui s'est produite 1000 ans plus tard. Mais en 536, il y a eu une peste noire. Il y avait tout un tas de gens qui étaient déplacés d'un endroit à un autre. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient. On dit que 30 à 50% de la population a disparu. Il y avait donc des mouvements de personnes d'un endroit à un autre. Il y avait la peste bubonique, les récoltes étaient mauvaises, les gens mouraient de faim, les températures chutaient. C'est comme une période glaciaire. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait exact. Pas exactement 1000 ans, mais à peu près au même moment. Nous parlons de ce qu'on appelle la crise générale du XVIIe siècle. Encore une fois, les mêmes choses se produisent. J'ai oublié de dire, il y a eu des incendies massifs partout, apparemment, en 536. Le grand incendie de Londres, la peste bubonique encore, le déclin massif de la population, les mauvaises récoltes, les guerres. Il y avait encore une sorte de nuage de poussière là où il faisait noir, et un petit âge glaciaire. Il semble donc que ce que nous appelons le XVIIe siècle ait été en quelque sorte décalé de 1000 ans. C'est la même chose que ce qui s'est passé en 536, qui a été décalé de 1000 ans plus tard. Et si un âge n'était que de 500 ans? On nous dit que c'est 2160 ans. Mais que se passe-t-il si un âge est de 500 ans? Et s'il y a 500 ans, se produisait le dernier type de réinitialisation où des continents commençaient à disparaître dans l'Antarctique et où de nouveaux continents en sortaient? Et s'il s'agissait d'un changement plus radical que ce mouvement très lent? Et si les calendriers changeaient, ainsi que les histoires de toutes ces morts, destructions, mouvements de peuples, et tout ce qui a été concocté pour les cacher? Nous ne le savons pas. Il y a cette idée que Londres était devenue si froide que la Tamise a gelé, complètement gelé, et ils organisaient des foires de rue sur la Tamise. Et s'il faisait plus froid, s'il faisait de plus en plus froid, et les gens étaient obligés de quitter Londres et de se rendre sur un nouveau continent, une nouvelle île, peut-être une qui venait juste d'émerger de sous la glace, et ils ont ensuite appelé cela Londres. Mais comme tant de personnes sont mortes et qu'il y avait tant de confusion, l'information s'est perdue. Et si l'ère du Verseau dans lequel nous entrons actuellement entraînait une réinitialisation aux mêmes proportions que la crise générale? Et si cette réinitialisation ne pouvait pas être cachée à notre époque où nous avons la somme totale de l'expérience humaine sur Internet, et où dès que quelque chose arrive, nous en entendons parler? Et si cette réinitialisation ne peut pas être masquée? J'essayais donc de savoir quand aurait lieu le prochain jubilé. Peut-être sommes-nous à l'avant-dernier jubilé. J'essayais de savoir quand cela pourrait arriver. J'ai parcouru le livre des jubilés et j'ai essayé de le relier à des événements historiques afin de pouvoir peut-être retracer la date des jubilés. Mais je n'ai pas pu. La tentative est tombée à l'eau, je n'ai pas pu m'en tirer. Donc en regardant comment fonctionnent les élites, j'ai un peu pensé qu'elles aimaient nous montrer des trucs. Ils aiment nous mettre des choses en face et se moquer de nous parce que nous n'en connaissons pas la signification.
En Angleterre, en 1977, la reine a célébré son jubilé d'argent et ce fut un événement majeur. Je veux dire, tout le pays a été fermé. Il y avait des fêtes de rue partout. Tout le monde a reçu sa tasse, son assiette commémorative ou autre, et les gens ont eu des congés de travail. Et c'était très, très important. Ce qui est drôle, c'est que depuis lors, elle a eu un jubilé d'or et un jubilé de diamant. Il n'y a pas eu autant de bruit. Donc je suppute que si, en 1977, qui était le jubilé d'argent de la reine, que c'était le 119e jubilé, l'avant-dernier jubilé. Eh bien, si tel est le cas, alors le prochain jubilé aura lieu 50 ans plus tard. Et ce sera en 2027. Et cela me semble, à en juger par la situation actuelle dans le monde, vous savez quoi, je pense vraiment que nous sommes à la fin. Je pense que cela correspond à ce qui pourrait être la fin des temps. Je vais donc en rester là. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Je vais arrêter donc le partage d'écran. Il te reste 5 minutes. 5 minutes, parfait. Bien joué, bien joué. Je ne sais pas s'il y a des questions. We can give people a break before avocado, and then we got the panel after that. It's up to you. Eh bien, peut-être qu'on a 5 minutes pour une question. Oui, si quelqu'un en a une. Rose, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a 3 questions. Ok, essayons-en une. Avez-vous vu l'explication de la vidéo où la fusée est restée coincée sur le firmament en disant que c'est un mécanisme qui tourne dans la direction opposée pour stabiliser la rotation de la fusée? J'ai entendu ça, oui. Mais encore une fois, cela n'a pas vraiment de sens parce que la rotation s'est produite en montant, tout en montant, et cela n'a pas duré très longtemps dans les airs. Elle est littéralement retombée directement. Donc si ce mécanisme était réel, non seulement il n'aurait servi à rien, mais il n'aurait pas arrêté son mouvement vers l'avant. Et non seulement la rotation s'est arrêtée, mais le mouvement vers l'avant s'est arrêté soudainement. Alors non, je ne pense pas. Est-ce que je continue, Jaren? Allez, une de plus. Avons-nous une période glaciaire environ tous les 26 000 ans? Et pourquoi? Je ne pense pas que nous ayons une ère glaciaire. Je pense que nous vivons dans un terranium. Cette Terre est un système scellé. Et juste comme tout terranium, le système est stable. Cette idée du changement climatique n'est que de la foutaise. Et il n'y a pas de choc. Le système reste littéralement autorégulé. Et ce que nous appelons les périodes glaciaires, je pense, est le moment où les continents commencent à tomber sous la glace. Les continents où vivent les gens commencent à disparaître sous la glace. Il fait donc de plus en plus froid et finalement, il y a un grand changement. Les gens doivent déménager vers un autre continent. Et comme je l'ai dit, il semble y avoir des preuves, il y a au moins 500 ans, qu'il y a eu un grand changement. Il y a eu ce qu'ils appelaient le petit âge glaciaire, qui, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un âge glaciaire. Je pense que les continents sont tombés sous la glace. Il y avait une question de plus. Pouvons-nous officieusement changer les noms des tropiques en tropiques intérieurs et extérieurs au lieu de Cancer et Capricorne? Eh bien, comme je l'ai dit, nous aurions dû les changer en, je pense, Sagittaire et Gémeaux. Mais ils auraient déjà dû changer au moins 2 fois depuis qu'ils étaient Capricorne et Cancer. Car nous avons traversé 2 âges différents depuis que ces cartes ont été dessinées. Alors oui, ils devraient changer. All right, that's it, Jaren. Beautiful. Like perfect timing. We've got 7:57 and David Avocado will start right at 8:11 or 11:11. It's his keynote 11:11 speech. So let's be back by
10 minutes, 7 after. I'll put a 10-minute clock up. Thank you so much, Dave. Tell people where they can find you. Okay, so I've got a website. It's allegedlydave.com, and also my YouTube channel is dmurphy25, and you can find the ones that have been taken down by YouTube on BitChute and Odyssey under Allegedly Dave.